Le live shopping qui réunit sur une durée limitée, plus ou moins longue, une audience, une communauté, un influenceur qui anime cette communauté pendant une période donnée et une marque qui vend des produits, c'est bien la rencontre du social, c'est-à-dire la partie communautaire, et du transactionnel, la partie achat. Et puis aujourd'hui, il y a une traduction très claire de ce qu'est le social commerce, c'est TikTok Shop. C'est la seule plateforme au niveau mondial qui vient du social, vient de la distribution des contenus, dans une certaine mesure un peu de l'entertainment, et qui a intégré du e-commerce au sein de sa plateforme sans avoir à quitter la plateforme. Acheter sur TikTok Shop, c'est 2 clics. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés, en plus de ça, de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Acheter directement depuis une plateforme sociale, interagir en temps réel avec un créateur, découvrir un produit au détour d'une vidéo, d'un live, ces nouvelles pratiques venues d'Asie réinventent l'acte d'achat et redessinent en profondeur les règles du commerce en ligne. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Kouider Haqqani, consultant, conférencier, ancien directeur digital de grandes marques. Kouider est l'un des observateurs les plus avisés de cette mutation. Il l'a vu s'ancrer durablement en Asie, il en mesure les enjeux pour les marques européennes et il accompagne désormais les entreprises qui souhaitent structurer une véritable stratégie social commerce. Dans cette conversation, nous allons explorer les modèles pionniers qui inspirent le marché, comprendre pourquoi le social commerce reste encore trop souvent cantonné à l'expérimentation en Europe et identifier les leviers pour en faire un véritable moteur de performance. Une discussion lucide, nourrie de terrain, qui pose les bonnes questions et qui ouvre des perspectives concrètes sur l'avenir du commerce digital entre contenu, communauté et conversion. Mais avant de commencer, Kouider, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bonjour. Donc je suis Kouider Haqqani. Ça fait plus de 25 ans que je travaille à la fois pour le compte de marque, un peu en indépendant, sur le sujet du e-commerce et du digital au sens large. Donc j'ai vu l'émergence du e-commerce avant, du web avant qu'il devienne transactionnel. J'ai eu la chance de travailler pour beaucoup d'entreprises. Avant de savoir où tu as travaillé, tu as quoi comme profil? Tu es plutôt marketing, ingénieur, droit, littéraire, sportif? Non, je suis diplômé d'une école de commerce, je suis spécialiste du marketing à la base, et puis c'est une matière que j'aime bien, qui est créative et qui est très quantitative, et c'est comme ça que j'ai construit avec tout mon parcours professionnel, mais avec une conviction dès que j'ai mis un pied dans le digital et progressivement dans le e-commerce, c'est qu'il fallait voir un certain nombre d'industries pour apprendre, mettre en compte son savoir. Tu as commencé à mettre un pied dedans en quelle année? Alors c'est très vieux, sur digital, début des années 2000, sachant qu'avant j'avais déjà travaillé pour la Société Générale, j'ai marketing opérationnel. Je travaille beaucoup avec les réseaux bancaires. Ensuite, j'ai été en charge de la stratégie du marché des jeunes pour la Société Générale au niveau national. Tu as commencé dans la banque?
Oui, oui, ça fait, oui, c'était la banque au plus proche du terrain et ensuite La banque de ce qu'on appelle la banque de détail. exactement. Et puis après, cette première expérience m'a amené à croiser le chemin d'ING Direct, donc qui était la première néobanque à grand succès au niveau mondial. Et là, j'ai commencé à regarder d'un peu plus près le sujet du digital, parce que le e-commerce n'était pas transactionnel comme il l'est aujourd'hui. Et puis commencer à comprendre que finalement les parcours du marketing direct à l'ancienne, j'envoie un courrier, je regarde les taux de transformation, je relance par téléphone ou par papier, on était en train de se transposer de manière bien plus fluide sur Internet. Et ensuite, bon, les grandes tendances qu'on connaît tous, hein, Google, les moteurs de recherche sont arrivés, les plateformes sociales sont arrivées derrière, et puis elles ont beaucoup évolué aujourd'hui. Ton premier pas dans l'e-commerce, il se fait où? Il se fait de manière très opérationnelle chez PMU. Alors, en 2010, le marché des paris en ligne s'ouvre à la concurrence sur le marché français. C'est que pour ceux qui connaissent pas le PMU, donc c'est un acteur qui distribue à l'époque Non, mais je pense que de tout le manière, monde connaît le PMU. mais pas nécessairement son modèle d'époque, tu vois. À l'époque, c'est un monopole total de la distribution sur Internet ou en physique. En 2008, De Paris Hippique. oui, c'est de Paris Hippique exclusivement, tu as tout à fait raison. En 2008, il y a la législation évolue, un certain nombre d'opérateurs se positionnent sur le marché français et la réglementation bouge et permet à d'autres opérateurs de venir opérer sur le marché français s'ils sont étrangers, ou le développement d'opérateurs. D'ailleurs, à cette époque, il y a énormément de médias comme Canal+, L'Équipe, TF1 qui lancent des initiatives pour devenir opérateurs de Paris Hippique. Donc, on est dans le e-commerce, de service. Et moi, j'interviens 2 ans avant l'ouverture du pari, de l'ouverture des paris en ligne sur le marché français pour le compte du PMU. Dans un premier temps, en tant que consultant, avec un début de savoir-faire sur notamment les campagnes d'affiliation, le search classique, mais pour générer du trafic et du business, et pour aider le PMU à mettre en place de manière très structurée une approche digitale digne d'une très belle entreprise. Et puis, grosse révolution pour le PMU, c'est que c'est plutôt un opérateur offline monoproduit avec les paris hippiques. Ça va devenir un opérateur omnichannel et très orienté web, avec de nouvelles offres sur le pari sportif et le poker en ligne. Donc c'est une grosse révolution et je peux affirmer que j'ai vécu une vraie transformation digitale de boîte sur un modèle remis en cause de manière très profonde, à la fois culturellement, d'un point de vue du business, d'un point de vue des activités. Donc écoute, une expérience pour moi absolument enrichissante où j'ai eu le bonheur. Qu'est-ce que tu as découvert en plus des aspects e-commerce? Est-ce que c'est une structure qui est particulière? C'est à la fois gros, pas si gros que ça, puis il y a une dimension étatique derrière le PMU. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très particulier comme organisation, le Ouais, PMU. Hein. c'est un organe à la fois politique, mais c'est une entreprise de droit privé. Hein, c'est un GIE, Ouais, donc bien sûr. c'est pas une boîte d'État. C'est un GIE et puis il y a toute une espèce d'écosystème autour Ouais, de, bien sûr. de Ouais, c'est ça. un GIE qui remonte son résultat aux sociétés de courses, Voilà, qui c'est elles ça. organisent les courses en trot et en galop, Donc là, pour simplifier le modèle. il y a France Après, il y a les Gallo ministres. là-dedans, des Ouais, choses comme ça. exactement. Ouais. Il y a le trot et le galop, en fait. Et puis, il y a des ministères de tutelle, le ministère de la Finance et le ministère de l'Agriculture, parce qu'il y a 2 branches. Donc, il y a aussi un droit de contrôle, un droit d'observation. Donc, les conseils d'administration sont effectivement construits de manière un peu différente d'une entreprise privée pure et dure. Écoute, moi, j'ai appris des choses exceptionnelles que j'aurais peut-être pas vu dans d'autres entreprises. C'est déjà en champ concurrentiel. Hein. C'est comment préparer une boîte à changer son modèle, principalement en digital, pour affronter. Je pense qu'il y a eu près de 25 opérateurs qui sont arrivés sur ce marché. T'imagines, tu es en monopole sur ton activité, tu te retrouves un an après face à 20-25 opérateurs qui arrivent et qui sont anglo-saxons, allemands, français, et qui ont, eux, un vrai savoir-faire digital que tu n'as pas nécessairement construit, en tout cas de manière aussi puissante que le marché l'exigeait. J'ai appris à construire des équipes digitales très performantes, très rapidement. Et c'était pas joué, parce que, tu sais, quand tu recrutes quelques profils digitaux à l'époque, il n'y en a pas des masses, hein, et tu viens avec l'idée du PMU, c'est pas top of mind pour les gens qui veulent faire du digital en 2010 d'aller bosser au PMU. Mais le projet était tellement exceptionnel que j'ai réussi à séduire énormément de bons profils
qui venaient de chez eBay, qui venaient de chez Yahoo, hein, des très beaux profils qui sont venus nous rejoindre à cette époque. Et ça nous a permis de monter une équipe que je considère de killer. Et je pense qu'à l'époque, on a une très belle réputation, probablement une des meilleures équipes à la perf sur le marché français. On était doté de moyens importants. Et puis j'ai découvert que le e-commerce, c'est une des dimensions du digital. J'avais aussi une responsabilité sur la partie activation de la marque online. Et j'ai eu le bonheur moi, de travailler avec les équipes du Paris Saint-Germain, avec la Fédération française de football, avec le Stade de France, pour activer sur le web des stratégies digitales à la fois de génération de trafic pour le business, mais pas que, aussi de crédibilisation de la marque PMU dans un univers sur lequel elle n'était pas attendue, qui était le Paris sportif. Et là, j'ai commencé véritablement à mettre le doigt sur le digital, qui est effectivement très transactionnel, mais qui se veut aussi contenu, qui se veut aussi préparation de la marque pour que les gens deviennent clients de ta marque, pour redeviennent acheteurs de ta marque à un moment. Et ça, c'est un moment, pour moi, c'est un des moments clés de ma carrière professionnelle. Et puis j'ai fait des belles rencontres parce que tu rencontres toujours des gens qui arrivent on board avec cette volonté d'aller tout casser sur le marché et devenir les meilleurs. Et le PMU, je pense à cette époque, était un des très très bels opérateurs online. Tu restes jusqu'à quand chez PMU? Écoute, j'y reste 8 ans, j'irai jusque 2015. Et là, tu changes pour un sujet complètement différent. Ah oui, totalement différent. Parce que là, alors j'ai un petit passage où j'ai voulu regarder l'univers des marketplaces. Donc j'ai rejoint VidDressing. Alors sur une courte période, ça a permis de mettre aussi le doigt, l'emphase sur des petites organisations, voir comment elles pouvaient être un peu plus agiles qu'une entreprise un peu plus grosse comme le PMU. Retrouver peut-être de la vitesse d'exécution et des moyens contraints, parce que le e-commerce ou le digital, c'est pas nécessairement des grosses structures organisées, des grosses équipes et des gros moyens. T'appuies sur des agences, des entreprises qui t'aident à réaliser un certain nombre de business. C'est aussi de temps à autre aller plus en profondeur sur les sujets. Donc c'est un court passage, mais qui m'a à la fois rassuré personnellement, en disant tiens, je suis aussi capable d'aller interagir dans une petite structure et d'apporter de la valeur. Ça m'a permis de découvrir le modèle de marketplace. On y reviendra après avec cette plateformisation du e-commerce. Et puis c'était un peu une bouffée d'oxygène pour moi, à un moment où j'avais été non pas sous pression, mais j'avais vécu une entreprise, une période de mon activité professionnelle extrêmement dense, sous pression très forte, avec des moyens importants, mais quand même sous pression très très forte. Et ensuite, j'ai croisé le chemin d'Yves Rocher, en fait. J'ai croisé le chemin d'Yves Rocher, qui était une marque que j'avais un peu en ligne de mire, comme les entreprises dans lesquelles j'aurais bien voulu travailler, parce que c'est aussi la marque, pas la marque de mon enfance, ce serait trop de dire ça, mais c'est, tu vois, dans mes bouquins de marketing, quand j'étais à Subdeco, ça faisait partie des marques et des cases qu'on étudiait. On les étudiait en marketing direct classique à l'époque, hein, DM, comme on dit. Mais et puis c'est une marque que j'ai découverte dans l'intérieur qui est absolument fabuleuse. Hein, Là, tu rentres avec quoi comme lettre de mission? Alors là, je rentre avec pour objectif de remettre un peu d'ordre dans les activités digitales et redonner au e-commerce ses lettres de noblesse, je vais dire de la croissance, en deux mots. Je suis arrivé dans un contexte où le e-commerce est en décroissance. Alors c'est difficilement entendable, voire compréhensif, qu'une marque comme Yves Rocher, en 2017, est en décroissance sur son e-commerce. Alors après, quand tu comprends un peu le modèle, ça peut pour partie s'expliquer, mais pas totalement. Yves Rocher est un modèle de distribution principalement retailer physique, mais également une grosse activité en marketing direct classique. J'envoie du papier, les gens souscrivent, achètent mes produits. C'est des cartes aussi à gratter qu'on reçoit tous dans sa boîte à lettres aujourd'hui de la part d'une marque comme Yves Rocher. Et puis une grosse activité qui est une activité de social selling. Hein. Donc le fait d'activer des communautés, souvent de femmes indépendantes qui travaillent pour la marque et qui sont rétribuées en pourcentage du chiffre d'affaires qu'elle génère. Et ce modèle-là, il a été d'un grand secours pendant le Covid. Hein. Exactement. Brice Rocher, il est passé sur ce podcast derrière ce micro-là il y a déjà quelques années. Et c'est de ça dont on avait parlé ensemble. Ah, exactement. Et puis pour Brice, c'était humaniser le e-commerce. Pour lui, c'était donner une couche humaine. Et je pense que c'était un bon pari. Et puis c'est l'activité qui chez Yves Rocher s'est développée par l'acquisition notamment d'une entreprise qui s'appelle Arbonne aux États-Unis et qui est devenue une grosse activité. Et le e-commerce était un peu le parent pauvre en fait. Alors
pour plein de raisons. Problématique de migration de plateformes techno qui s'était mal passée à l'époque, donc un peu de Là, à décrédibilisation l'époque, du sujet. on est quand même sur un PNL à part, c'est siloté, il y a le e-commerce d'un côté, il y a la notion d'omnicanalité n'existe pas. Comment ça fonctionne? Non, l'omnicanalité, c'est un sujet qui est plutôt bien construit dans une marque comme Yves Rocher. Le e-commerce n'est pas siloté, il est là, il fait partie des modèles de distribution, mais c'est pas un lieu sur lequel on investit, c'est pas un lieu sur lequel les organisations, à la fois dans les marchés et également un peu en centrale, sont les probablement les mieux structurées. C'est pas là que ça se passe. Et le retail est hyper dominant, en fait. Le retail est hyper dominant. C'est vrai qu'on a eu le moment Covid, hein, dans la foulée, qui a pas rebattu sur les cartes entre le poids du retail et le e-commerce, mais de fait, on pouvait qu'acheter online. Donc, à un moment ou à un autre, le e-commerce est remonté. Mais avant ça, il y a beaucoup de sujets très concrets à résoudre. Ce sujet de plateforme, voilà, on a réussi à migrer 18 pays sur les 24 pays qui faisaient du e-commerce chez Yves Rocher en l'espace de 18 mois, avec un projet monté de main de maître entre mes équipes et les équipes IT, et qui est, je pense aujourd'hui, un bon exemple de bonne gestion de projet pour le compte de l'entreprise qui crée de la valeur à un coût maîtrisé, à un planning plutôt maîtrisé. Et ça a été la reprise de confiance de la part des équipes chez Yves Rocher, dire OK, le e-commerce, on peut régénérer du business par cet intermédiaire. Il y a l'accélération Covid, je la mets un peu de côté parce que je pense que les entreprises qui ont réussi à profiter au mieux de l'accélération du e-commerce en Covid sont les entreprises qui étaient probablement prêtes ou en train de se préparer indépendamment de cet événement qui a frappé On toute est la planète. d'accord que si tu Et accélères sur quelque chose où il n'y a pas de moteur, il se passe rien. exactement. L'autre sujet, tu vois, dans les sujets à la fois de diagnostic sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, c'est les organisations. Voilà. Et j'arrive chez Yves Rocher, l'organisation e-commerce centrale est composée plutôt de bons profils, mais pas nécessairement bien organisés, pas nécessairement qu'une feuille de route très structurée. Donc, on travaille sur cette feuille de route avec la direction générale pour faire en sorte que les missions soient clairement définies, les compétences soient dans l'entreprise, et puis en e-commerce, les compétences, elles sont diverses et variées. Donc un gros travail sur l'organisation centrale, et puis accompagner aussi sur des modèles d'organisation l'ensemble des pays qui avaient une activité e-commerce, avec des choses simples. Hein. Tu peux pas faire du e-commerce dans un petit pays, même si tu fais que 4-5 millions d'euros online, sans avoir un traffic manager, un data analyst, un CRM manager, quelqu'un en charge du site et du catalogue. C'est des choses assez simples, hein, mais il faut les rappeler, et puis il faut dire que ces modèles d'organisation, ils peuvent être simples, comme celui que je viens de décrire, ils peuvent être bien plus élaborés pour les filiales qui ont bien plus de business online à réaliser, et puis il faut se projeter, donc il faut aussi quelquefois du temps pour que les gens réfléchissent au sujet de demain, parce que le e-commerce va vite dès qu'on lance la machine. Il faut toujours essayer d'avoir un temps d'avance en disant, OK, dans 18 mois, qu'est-ce qui peut bouger sur un marché et comment je dois préparer l'adaptation de cette stratégie, parce que ça se fait pas au dernier moment. Ça, c'est un peu à la fois de la vision et puis de l'anticipation sur les moyens. Et puis, un autre très gros sujet que j'ai organisé pour le compte de l'entreprise, c'est le développement de la marque sur les médias sociaux. Donc, à l'époque, la marque était principalement active sur Facebook, très peu sur Instagram. On se resitue, hein, on est en 2017, 2018, 2019, alors que les marques s'expriment le mieux sur Instagram en cosmétique à l'époque. Déjà, comment est-ce qu'on fait pour regagner, pour recadrer une stratégie, hem et puis, faire en sorte que, cette communauté, de socionautes, comme on les appelle, qui suivaient la marque, chez Yves Rocher, qui suivaient la marque Yves Rocher au niveau global, elle grossisse, de manière assez importante parce que on le voit aujourd'hui avec le social commerce, hein, le fait d'avoir travaillé en profondeur ces stratégies social media, d'avoir constitué des communautés assez importantes pour faire en sorte qu'on puisse faire le lien entre la marque, la communauté, les réseaux sociaux et le e-commerce en l'occurrence, mais pas que. C'est un sujet de construction de brand building derrière. Ça a nécessité de structurer l'approche, de prioriser les plateformes, de faire évoluer l'ensemble des outils, de permettre en centrale d'avoir une vision consolidée et globale des efforts réalisés dans les pays. Et ça, c'est de l'organisation, de la tech et des compétences. Hein. Et puis après, de rechercher aussi plus de proximité avec les plateformes, parce que moi, j'ai toujours été dans tous mes jobs très proche des grosses plateformes. Ça peut être Google, évidemment les équipes de Meta. Et ça a été, pareil, un moment très plaisant pour moi de travailler en collaboration très forte avec les équipes de Meta et de Google sur la partie YouTube pour faire en sorte
qu'on soit à la fois bien accompagné et qu'elles aient également une très bonne compréhension de nos marchés pour faire en sorte qu'on adapte les stratégies de manière percutante, pas en surinvestissant, mais en étant véritablement très présent localement. Tu vois, la pénétration d'Instagram en Turquie était bien plus forte qu'ailleurs dans tous les marchés. Le niveau de compétence des équipes en Turquie chez Yves Rocher était très très bon en social media. On pouvait aller plus loin sur qu'est-ce qu'on fait de ce canal pour en faire un canal business également, parce que les gens maîtrisaient absolument la plateforme. Il y a des pays plus petits où il n'y avait pas cette Tu as dû maturité. aussi vivre l'évolution d'Instagram, parce qu'Instagram, en 2017, c'est pas Instagram en 2025. Hein. Ah, c'est sûr. Bah, écoute, moi, j'ai vu l'évolution de l'Instagram Shopping notamment, parce que j'ai toujours une orientation performance et e-commerce dans tout ce que j'entreprends comme métier. C'est pas la seule, mais elle est très, très forte. Et c'est vrai que le fait que Instagram commence à préempter l'univers du social commerce sans être allé malheureusement jusqu'à l'intégration du checkout dans sa plateforme. Moi, j'étais de ceux qui, à chaque, je sais pas, monthly ou quarterly meeting avec les équipes de Meta, leur disaient, OK, c'est quand qu'on a le checkout? Parce que je commence à une communauté colossale. Quand j'étais arrivé chez Rocher, il y avait 4 millions de personnes qui nous suivaient globalement, tous canaux confondus, toutes plateformes sociales confondues. Quand j'ai quitté l'entreprise, il y avait plutôt à 15 millions de personnes. Donc, quand tu dis, OK, tu as réussi à faire venir autour de la marque, avec tes équipes, avec l'ensemble des pays, 15 millions de personnes qui nous suivent dans le monde, bon, j'avais qu'une envie, c'est comment je convertis. Parce que le fait de leur parler, c'est les stratégies de contenu qui sont plutôt bien pensées chez Yves Rocher, la marque étant... Mais je suis d'accord avec toi que c'est assez surprenant finalement que tu sois obligé de les faire sortir de l'application pour pouvoir vendre. Ouais, exactement. Et que pour les faire sortir, c'est compliqué. Ouais, tout à fait. C'est pas évident. La plateforme est du stickiness dans la plateforme. C'est ça. Hein. On va revenir sur ces sujets-là. Avant qu'on continue, est-ce que ton bracelet, tu peux le retirer ou pas? Parce qu'avec le micro, ça fait tchic, tchic, tchic. Ouais. Et puis après, on peut parler de Maton. Ben, c'est ce qu'on va faire. Oui, et donc en fait, tu restes chez Yves Rocher jusqu'en 2020. Fin 2020. Fin 2020. Ouais, tout à fait. Et après, tu as encore une autre expérience dans une structure qui est encore différente, pour un rôle qui est encore différent. Ouais, Maton. Je finis juste 2 minutes sur Yves Rocher, si tu veux bien. Yves Rocher, ça m'a aussi ouvert les perspectives internationales sur le e-commerce et le social media. C'est l'époque durant laquelle j'ai pu aller voir l'ensemble des filiales dans tous les pays. Et puis j'avais un attrait tout particulier pour l'Asie et l'Asie du Sud-Est en particulier. Alors, pas la Chine, c'est le Vietnam, la Thaïlande, Singapour, les Philippines. Et j'ai découvert en allant visiter les filiales un nouveau monde du e-commerce et du social. Et c'est là que j'ai commencé à mettre le doigt sur le sujet du social commerce, qui n'est pas aussi élaboré qu'aujourd'hui à l'époque, mais qui m'a véritablement ouvert les yeux en en tient. Ouais, c'est là où tu as découvert en fait ce qui existait en Asie. Et peut-être que tu le savais pas à l'époque, mais ça allait devenir pour toi une véritable source d'inspiration. Ah oui, pour moi, c'est un lieu. J'y suis retourné beaucoup à titre professionnel et personnel depuis. J'y ai beaucoup de connexions, notamment de Français à Singapour, qui m'alimentent de manière régulière sur l'évolution des grandes plateformes. Je suis TikTok depuis un certain nombre d'années, mais y compris là-bas, parce que la partie shop et commerce existe en Thaïlande depuis 3 ans et demi, 4 ans maintenant. Et ça me permet d'avoir un petit temps d'avance sur ce qui peut se passer en Europe aujourd'hui pour les marques françaises et pour les marques européennes. Et puis de comprendre que le croisement entre le commerce et le social sur le web, voilà, c'est juste un sujet d'accélération de comportement par des jeunes générations, en fait. Oui, Et c'est inéluctable, et c'est déjà le cas. On va y revenir en détail. Donc Maton, tu veux que je parle de Maton, ouais. Bah oui, parce que même si ça n'a pas été la phase la plus longue de ta carrière, elle a été importante quand même. Elle a été à la fois importante et à la fois très intense, parce que je me retrouvais... Tu peux définir Maton? Oui, tout à fait. Alors Maton, c'est un distributeur d'ustensiles de cuisine et de petits électroménagers qui fait majoritairement son business online. 85% de son business online, qui a quelques boutiques éphémères qui sont ouvertes entre septembre et janvier de l'année qui suit pour bien couvrir fin d'année, soldes, puis les périodes de Noël et de Black Friday. Donc le modèle est plutôt pas mal et qui a aussi une activité historique catalogue, parce que c'est une activité B2B qui est devenue B2C avec le temps, mais qui est quasiment déshérence aujourd'hui. J'ai occupé la position de CEO, là pour le coup,
Et ça m'a permis d'apprendre encore bien plus de choses parce que quand tu es CDO chez Yves Rocher, bah, tu vois les choses d'un niveau assez high level en fait, hein, même si j'ai capacité, ce que j'ai opéré avant, d'aller dans le détail avec les équipes et de regarder, de challenger pas mal de choses. Après, quand tu es CEO, ben voilà, tu es redevable du résultat net de la boîte, la Et puis croissance la du chiffre dimension de d'affaires. Maton, c'est pas tout à fait la même que Yves Et, Rocher. et exactement, c'est Maton, écoute, c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 50 personnes. Hmm. Donc t'es aux manettes surtout, puis si t'aimes mettre les doigts dans le cambouis, ou les mains dans le cambouis, ce qui est mon cas, bah t'as envie de regarder des tonnes de choses, et puis tu comprends bien comment les choses se passent. Écoute, de manière très synthétique, au-delà d'avoir connu une autre position, puis un autre secteur d'activité, moi ce qui m'a le plus appris, c'est d'aller avec l'actionnaire, hein, d'aller dans le détail des comptes d'exploitation du business chaque mois. Quand j'avais construit un compte d'exploitation de quasiment 250 films, hyper synthétisé quand on se rend compte, bien évidemment, mais qui m'avait permis de comprendre en profondeur le modèle de coût et le modèle revenu du e-commerce sur un modèle qui est Maton, qui est, bah, je produis des articles à ma marque que je distribue en direct, et puis j'achète des articles que je distribue de marques aussi connues que SMEC, par exemple, que je redistribue sur la plateforme, mais sur un mode achat, revente et stock. Et puis, on a injecté une couche marketplace aussi vers la fin, parce qu'il fallait trouver une manière d'aller chercher pas nécessairement de la croissance business immédiate, mais de la croissance de visibilité en intégrant bien plus de produits sur un modèle où tu prends pas de risque de cash, où tu prends pas de risque de stock, mais qui te rend bien plus visible sur le web. Donc j'ai appris à bien comprendre les modèles d'exploitation du e-commerce, mais vraiment de manière assez fine. Et aujourd'hui, je pourrais challenger plutôt assez facilement quelqu'un qui piloterait un PNL e-commerce, mais vraiment dans le détail pour comprendre comment on a construit les choses et comment on peut faire évoluer le business model pour qu'il reste gagnant dans le temps, en fait. Ok, merci pour ces précisions. Depuis, t'as voyagé, t'as réfléchi, tu t'es principalement intéressé à ce qu'on appelle le social commerce. C'est un sujet qu'on a déjà abordé un petit peu là dans cette discussion en introduction. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux me définir le social commerce? Ça semble à peu près évident. Tout le monde a une idée, mais j'aime bien que les termes soient définis avant qu'on continue la discussion. Ouais, bien sûr. Alors c'est de manière déjà très schématique et très simple. C'est le croisement d'un univers social avec un univers transactionnel. Les illustrations très concrètes, hein. Instagram Shopping, même si ce n'est pas du social commerce, mais du social marketing, est la première étape du social commerce. Il manque la transaction aujourd'hui. Le live shopping qui réunit sur une durée limitée, plus ou moins longue, une audience, une communauté, un influenceur qui anime cette communauté pendant une période donnée et une marque qui vend des produits, bah, c'est bien la rencontre du social, c'est-à-dire la partie communautaire, et du transactionnel, la partie achat. Et puis aujourd'hui, il y a une traduction très claire de ce qu'est le social commerce, c'est TikTok Shop. Seule plateforme, alors je suis très pro TikTok Shop sur cette dimension. Après, pour regarder les choses de manière un peu plus critique, c'est la seule plateforme au niveau mondial qui vient du social, vient de la discussion des contenus, dans une certaine mesure un peu de l'entertainment, et qui a intégré du e-commerce au sein de sa plateforme sans avoir à quitter la plateforme. Acheter sur TikTok Shop, c'est 2 clics, hein. Une fois que tu es inscrit, que tu as fait un Ça, premier achat, ça veut dire concrètement, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait ou qui n'auraient pas déjà constaté l'influence de TikTok Shop, qui depuis un peu moins d'un an est maintenant déployé en France, c'est un contenu vidéo de quelqu'un, souvent un nano-influenceur, qui vient faire la promotion d'un produit et on a le lien dans la vidéo qui permet d'acheter tout de suite le produit. C'est ça? ouais, c'est ça. Après, c'est pas que les contenus vidéo, hein. C'est le fait d'avoir embeddé ta propre boutique directement dans une plateforme où tu as quand même des discussions, des gens qui donnent des avis sur les produits et de pouvoir acheter directement. C'est des formats vidéo qui sont soit en live, soit préparés par des créateurs. Et tu as raison de souligner qu'il y a un élément qui est extrêmement bien traité par TikTok aujourd'hui, c'est la présence centrale des créateurs dans le modèle. Voilà. Aujourd'hui, j'accompagne une petite marque cosmétique aujourd'hui, sa présence sur TikTok Shop. Euh,
il y a un modèle financier, j'y reviendrai un petit peu après, que je trouve très vertueux aujourd'hui, qui pour moi est probablement un futur facteur clé de succès pour demain. Le créateur, quand tu viens sur cette plateforme, tu crées ta boutique, tu plugues ton Shopify et puis tu es présent sur TikTok Shop de manière assez rapide. Il faut bien comprendre pourquoi un certain nombre de produits sont déréférencés, pas référencés. Donc ça, c'est un apprentissage de la plateforme. Et ensuite, la première action que tu fais, tu identifies des créateurs. Et il y en a beaucoup déjà aujourd'hui sur la plateforme auxquels tu vas proposer de vendre ton produit. Et ce qui est magique, c'est que tu peux faire ça de manière assez simple, ce qu'on appelle l'affiliate programme chez TikTok Shop. Ça te permet d'aller regarder des profils de créateurs qui ont déjà vendu sur ton secteur d'activité. Ça te permet de voir pour quelle marque ils vendent. C'est une information pas facilement accessible, mais sur la plateforme, tu peux le voir. Ça te permet de voir s'ils réalisent du chiffre d'affaires, la taille de leur communauté, si elle est engagée et tout, et de leur proposer, en one-to-one, de venir vendre ton produit directement sur la plateforme. On va aller plus loin sur TikTok Shop, mais avant ça, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit quand je t'entends parler. On a bien compris ce que c'était que le social commerce, que ça vient d'Asie. On va aller chercher à savoir pourquoi ça vient d'Asie. Mais pour ça, en fait, pourquoi ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui en Europe? Pourquoi, finalement, il y a une séparation entre le e-commerce et les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ont fonctionné. Ils sont d'ailleurs nés aux États-Unis, très vite importés en Europe, et ça a fonctionné à fond. Facebook d'abord, Instagram ensuite, Snap, TikTok, ça a pris. Mais il n'y a pas eu le live shopping, par exemple. Tu parles de live shopping, ça a jamais marché jusqu'à aujourd'hui en Europe. Enfin, je veux dire, au moins en France. Ça fait pchit. Enfin, c'est des épiphénomènes. Il y en a beaucoup qui ont testé, mais peu, finalement, ont maintenu une dynamique là-dedans. Probablement parce qu'ils n'ont pas trouvé suffisamment d'acheteurs ou que les coûts étaient trop élevés. Est-ce qu'il y a un élément culturel en France, en Europe, en France, qui explique pourquoi ce social commerce, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas fonctionné? Alors, je vais répondre sous un autre angle. Il faut déjà comprendre pourquoi ça marche en Asie du Sud-Est, quel endroit je vais le plus souvent. Je connais moins la Chine. En Asie du Sud-Est, c'est également le sujet en Chine, le e-commerce n'est pas structuré de la même manière que dans le reste du monde. Le e-commerce est réalisé par les marques sur les plateformes. Donc, il est réalisé sur TikTok Shop à date, historiquement sur la filiale d'Alibaba qui s'appelle Lazada en Asie du Sud-Est. Il est réalisé sur Shopee, qui est également une marketplace. Donc déjà... Shopee avec 2 E à la fin. Ouais, exactement. Déjà, tu vois, on n'est pas dans un marché Amazon/brand.com. Dans le reste du monde, c'est à peu près ça. Je simplifie un peu. Tu as la grosse présence d'Amazon, et puis à côté, tu as les sites de marques qui vendent leurs produits en direct à les consommateurs. En Asie du Sud-Est, tu vends avant tout sur les plateformes. Je pense que 80% du e-commerce en Asie du Sud-Est se réalise sur les plateformes. Ne se réalise pas sur ton propre site. Sur ce point de départ, les plateformes sociales. Sociales ou marketplace, en fait. Shopee est une marketplace. Ils ont injecté les fonctionnalités sociales en intégrant le live shopping. Et ils encouragent la discussion au sein de la plateforme. TikTok est une vraie plateforme sociale qui a intégré du checkout. Voilà. Il y a plein de mouvements qui ont été faits. Lazada, historiquement, sont les stars du live shopping. C'est une filiale d'Alibaba. On sait qu'en Chine, le live shopping est un phénomène absolument colossal. Donc déjà, il faut avoir ça en tête. La structure des e-commerce est totalement différente. Donc c'est ce qui explique le succès en Asie du Sud-Est. Différent. Pourquoi ça s'est en Asie développé différemment qu'en Amérique du Nord ou en Europe? Parce que c'est l'histoire de la construction du e-commerce dans ces pays. Tu sais que l'influence a un gros historique en Chine, même le sentiment que quelquefois l'influence est à l'origine du e-commerce. Il y a beaucoup de business qui ont commencé par des influenceurs, qui sont ensuite mis sur les plateformes et qui ont vendu leurs produits. Donc c'est la structure qui fait que ces plateformes ont des moyens colossaux pour pouvoir développer des fonctionnalités et être très en avance. Ah ok, d'accord. Donc en fait, c'est les moyens, c'est parce que c'est aussi quelque part, tu parles d'influence en Chine, culturellement, l'influence du Parti communiste? Non, je parle
Je parle des influenceurs mégastars. Mais On a ça, tous vu des exemples. c'est ça, c'est arrivé parce qu'il y a eu ces plateformes-là. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a eu cette culture de la consommation. Hein. Et C'est- puis, probablement aussi parce que le poids des marques est différent. Tu vois, en Europe et dans le reste du monde, les marques sont fortes. Alors, je dis pas qu'en Asie, il n'y a pas de marques. Il y a des marques, en Thaïlande, il y a énormément de marques de cosmétiques, par exemple, mais elles n'ont pas le même poids que les marques. Donc, la distribution a probablement pris le pas sur la marque. Ok, c'est intéressant. Voilà. Et en Europe, en France en particulier, on veut maîtriser. Tu vois, les marques veulent tout maîtriser. Moi, je viens d'une entreprise qui s'appelle Yves Rocher. Je comprends bien, un modèle totalement intégré de la plante au consommateur. Hein. Donc, tu veux maîtriser toute cette chaîne. Cette chaîne, elle est en train de collapser. Peut-être pas sur la partie produit, mais sur la partie distribution, hein, complètement en train d'exploser. On en reviendra un petit peu après. Et puis la distribution, tu vois, ce qui me surprend en Asie, c'est le focus qui est mis sur ces plateformes sur la partie paiement. Et quand tu y penses de manière assez basique, Ça veut dire quoi le focus sur le paiement? Non mais c'est généraliste comme terme. Ouais, Focus tout à sur le fait, tout à paiement. fait. Bah, le fait d'avoir la possibilité dans une plateforme, au travers d'une application mobile, de pouvoir acheter, évidemment online classiquement pour acheter les produits, de pouvoir payer dans ton taxi avec la même application, pouvoir payer ton electricity bill avec la même application, pouvoir aller au cinéma, acheter ton billet avec cette même application. Le paiement est totalement intégré dans cette application mobile. On va de super application mobile un peu après si tu veux, qui fait que cette dimension-là, c'est aussi lié au fait que contrairement au reste du monde, le paiement, enfin Alibaba est une banque, voilà, dans le reste du monde, on a des GIE bancaires avant tout. Et on a des néobanques qui commencent à se positionner, et puis on a quelques solutions alternatives qui arrivent. Ils utilisent les schemes habituels aussi en Asie? Pardon, les Visa et Mastercard, où ils ont leur Oui, propre... bien sûr qu'elles existent, mais les transactions, comme le e-commerce, passent aussi par ces plateformes qui ont intégré le paiement jusqu'à devenir des solutions bancaires elles-mêmes, en fait. Tu vois? Donc, et ce sujet du paiement qui est évidemment clé quand tu fais du e-commerce, les acteurs en Asie ont travaillé en profondeur pour faire en sorte de capter les transactions Mais est-ce que ça aurait été possible sans la Chine? Est-ce que, en fait, la Chine n'a pas influencé l'ensemble de l'Asie sur ses façons de consommer? Si, tout à fait, tout à fait. Ce qui s'est passé en Asie est répliqué maintenant en Asie du Sud-Est depuis quelques années. Ce qui s'est passé en Chine, tu veux dire? Oui, en Chine, pardon. Est venu sur le reste de l'Asie, en Asie du Sud-Est. Après, ça a donné des idées à beaucoup. Shopee est une plateforme qui est une plateforme pure Asie du Sud-Est, thaïlandaise de mémoire. Donc, qui s'est inspirée de ce qui se passait. Et puis après, quand tu regardes, j'ai rencontré beaucoup de monde récemment. J'étais surpris que beaucoup de business autour du e-commerce en Asie du Sud-Est étaient montés par des ex-Lazada. Lazada étant Alibaba. Donc, il y a énormément de business qui ont été montés par des gens qui ont été dopés, qui ont grandi c'est ça. à la Alibaba way of doing things sur le e-commerce, qui ont monté les business en Asie du Sud-Est, quoi. Qui ont été les représentants d'Alibaba, qui ont monté les business et qui maintenant remontent d'autres business. Hein. Quand on parle d'Asie, on est d'accord qu'il y a bien un pays qu'on écarte de tout ça, c'est le Japon. Oui. En tout cas, moi, je l'écarte pas. C'est que dans mes observations, j'ai été plus inspiré, j'étais plus au contact des marchés d'Asie du Sud-Est que de la Corée, du Japon, de la Chine. Donc, je l'écarte pas de fait, mais il se passe des choses également dans ces pays. Donc, pourquoi en Europe on fonctionne pas de la même façon? En fait, quand je t'écoute parler, il y a une idée qui me vient. Est-ce que c'est pas aussi le fait qu'en Europe, dans un territoire relativement réduit à l'échelle du monde, on a un nombre de cultures, de pays, de façons de faire vachement concentré, donc de marques, un nombre incroyable de marques à l'échelle européenne. Je pense que c'est la zone au monde qui en concentre le plus grand, et avec une force dans les marques européennes qui sont et en France en particulier qui est très fort. Le fait que ce soit finalement segmenté comme ça, est-ce que ça explique qu'il n'y ait pas eu l'émergence de grosses plateformes comme en Asie du Sud-Est, aux États-Unis, et qui finalement a un petit peu structuré la façon de faire du commerce et du e-commerce? Ouais, écoute, je pense pas. Je pense que, et tu viens de le dire, le fait qu'on ait une culture des marques très forte, ça fragmente le marché, parce que chaque marque veut avoir sa propre initiative et veut contrôler sa distribution, son image, ses produits. Ça, c'est
L'Europe est construite comme ça et c'est fort, c'est grâce à ça qu'on a les champions dans la cosmétique et dans la mode. Hein. Donc ça, c'est difficilement. Par contre, sur la partie, je sais plus ce que tu avais cité juste avant. Le fait que ce soit Non, fragmenté. le fait que ce soit fragmenté, non plus, parce que tu vois, en Asie du Sud-Est, il y a 10 pays, alors c'est moins que les pays Mais c'est européens, pour ça que je t'ai fait mais qui ont dire. des cultures totalement différentes. Le Vietnam, c'est pas la Thaïlande. C'est pour ça que je t'ai volontairement fait dire, juste avant, que la Chine a influencé l'ensemble de la Oui, zone. ça oui, clairement. Et qu'en Europe, on n'a pas une influence Ah, comme il y a en Chine. En fait, j'avais ma petite idée derrière la tête en te faisant dire ça. C'est-à-dire que l'Europe, c'est absolument pas fédéral. C'est des cultures millénaires qui se sont foutues sur la gueule jusqu'à il y a encore pas longtemps à l'échelle de l'histoire de l'humanité, même si on a tendance à voir que ça recommence un peu. Des langues différentes, des cultures différentes, des petits pays à l'échelle du monde. La Chine, bon, tu vois, elle a une zone d'influence et un historique de commerce interne avec ces marques dont tu viens de parler, qui est fort, qui est dans l'ADN. En Chine ou en Asie du Sud-Est, les marchés sont neufs. Il y avait tout inventé, pas de marque, il fallait distribuer. ah Et oui, donc le fait qu'il y ait eu cette histoire-là différente et la taille a fait passer à l'échelle des comportements dans l'ensemble de la zone, à mon avis, de façon différente et peut-être plus rapide que ce qu'on a pu voir en Europe. Les États-Unis, où il y a aussi des marques, les États-Unis, ils ont un territoire qui est beaucoup plus grand, une seule langue, une seule nation, et ils ont pu développer les systèmes de plateforme. Ouais, c'est un peu comme ouais, ça que je vois les choses. ouais, c'est vrai, la fragmentation est pas propice au développement rapide. Et chaque pays étant culturellement à la fois indépendant, avec des marques plus ou moins fortes pays à pays, hein, et belles marques dans certains pays en Europe, dans d'autres, il n'y a pas de marque très forte, connue en tout cas mondialement. Ça a pu avoir. Après, j'aimerais revenir sur un ou deux sujets. Tu vois, on parlait du live. Ok, pourquoi ça n'a pas pris? En fait, en France, en Europe, le live au moment du Covid, beaucoup de marques. Ils l'ont dit, essayé. ok, bah, c'est une opportunité, le retail est Fermé. et la logique, c'était, tu vois, c'est le retail est fermé, mais on a du staff. Hein. Les points de vente ne sont pas fermés. C'est-à-dire, on ne peut plus accueillir des clients. C'est la règle du jeu pendant le Covid. C'est je peux plus accueillir des clients pour des raisons sanitaires. Mais je peux avoir une boutique ouverte, faire des lives. C'était pas interdit à l'époque, hein. Être masqué et tout, ouais, et pouvoir accueillir. Et un certain nombre de marques se sont dit, OK, on va utiliser ce moment. On peut vendre qu'online pour essayer d'expérimenter un certain nombre de choses. Alors, les grosses marques ont fait des trucs absolument exceptionnels. Hein. Moi, toujours en référence, Etam, hein, qui a été probablement une des marques qui a fait des défilés, des trucs absolument extraordinaires, un peu après les années Covid, mais c'est pendant le Covid que les choses se sont déclenchées. Moi-même, quand j'étais chez Yves Rocher, on a activé du live en Suède, en Turquie, au Canada, avec une solution française d'ailleurs, c'est Spoky qui a été racheté, je crois, je sais plus par quelle boîte. Et puis mais on l'a fait. Et quand je suis arrivé chez Maton, j'ai aussi activé du live, tu vois, avec un chef, Norbert Tarrer. Mais les marques l'ont fait dans des conditions économiques un peu hors normes en fait, hein, en disant ok, il y a un contexte d'urgence. Les directions générales mettaient quand même beaucoup de pression sur l'équipe e-commerce en disant tiens, il faut que vous compensiez ce que vous pouvez compenser sur l'activité retail. Donc quand tu es chez Rocher, tu compenses pas le retail, hein, mais tu essaies d'apporter de la croissance et puis de faire ton œuvre. Et les marques l'ont fait dans les conditions économiques qui sont probablement déraisonnables, mais le contexte était entendable. Enfin, dans ce contexte, c'est tout à fait entendable. Monter, tu vois, un live shopping, alors, j'en parle parce que je l'ai fait moi à 30 000 euros pour 2 heures, qui va te générer 10, 12 000 euros de chiffre d'affaires, et t'as plutôt bien bossé, et ta fenêtre d'analyse, c'est le live, et puis quelques semaines après, parce que tu fais du replay, tu dis, ok, mon résultat, c'est finalement ça. Bah, c'était exigé peut-être à un moment ce qu'il fallait bouger, mais c'était riche, non rentable et difficilement mettable à l'échelle. C'est quoi pourquoi c'est pas à l'échelle? Pourquoi on n'arrive pas à passer à l'échelle sur ça? Parce que c'est difficile de recruter une communauté, parce que les coûts de production sont hyper élevés, parce que la conversion n'est pas là? C'est quoi la réalité? Non, en fait, tu vois, et c'est là que mon voyage en Asie du Sud-Est récent là m'a donné vachement d'insight. L'accélérateur, très souvent, ce sont les plateformes.
Le live en Asie du Sud-Est, il est pas sur les sites de marque parce qu'il y en a assez peu. Il est super drivé par les plateformes. Aujourd'hui, quand tu vas sur TikTok, tu peux faire du live shopping avec un téléphone aujourd'hui. Mais Que tu sois un indépendant ou une marque, hein, tu peux en tant que marque dire OK, j'organise ma session de live directement sur la plateforme. Aujourd'hui, ça se fait sur un mode un peu artisanal. Tu as des créateurs qui sont avec leur téléphone. Ou 4 ou qui 5 ont, téléphones différents pour 4 ou 5 plateformes différentes en même temps. Ça, je les ai vus, ces ouais. vidéos-là. Ouais, exactement. Mais exactement. ce que tu veux dire par là, c'est que finalement, pourquoi ça fonctionne en Asie sur les plateformes? C'est parce qu'il y a l'audience, il y a la communauté, il y a les acheteurs. Oui, mais le truc de base, c'est que, tu vois, si on revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, on veut contrôler, les marques veulent contrôler leur distribution. Que elles organisent un live, elles ont aujourd'hui plutôt tendance à vouloir le faire sur leur propre site. Et si tu commences à cibler une génération moins jeune ou moins jeune d'ailleurs, entre 18h et 20h pour organiser ton live, qui a envie de regarder un live aujourd'hui? Très peu de monde qui fréquente ton site en plus. Hein. T'imagines, les audiences sont extrêmement réduites parce que tu es en compétition avec la télé, le web, plein d'autres choses. Donc les gens viennent pas sur les lives de manière classique. Et la seule manière de les faire venir, c'est des grosses campagnes CRM sur ta base client et de l'acquisition de trafic. Donc toutes les marques ont organisé les choses de cette manière. Quand tu as une plateforme, la plateforme a l'audience. Tu vois, si on revient à la stratégie, à la construction de TikTok dans les différents pays, et tu vas aller regarder TikTok 4 ans après en Thaïlande, ça te donne un peu de perspective sur ce que ça pourrait devenir dans quelques années. La stratégie, elle est assez simple. Hein, c'est ils arrivent sur un marché et ils créent l'audience. C'est les contenus, la discussion, et ça s'appelle TikTok. Ils commencent à mettre quelques formats publicitaires. Mais comme Insta. Ouais, tout à fait. Ils mettent quelques formats publicitaires parce qu'il faut quand même générer du revenu. Ils mettent des fonctionnalités e-commerçantes et ils commencent à proposer le shop, la partie live shopping. Ils prennent des commissions très faibles au début. En France, aujourd'hui, c'est 5%. Dans 3 ans, ce sera probablement 10, voire plus. Et puis après, ils font monter la partie GMV en stimulant fortement à la fois les marques et à la fois les créateurs pour que le business se fasse sur la plateforme avant tout. Oui, donc en et fait, la stratégie est smart. La raison principale de l'échec du live shopping ou du social commerce en France, ça a été, mais surtout du live shopping, ça a été finalement l'incapacité pour les marques à driver un flux sur leur session de live shopping. Ouais, c'est principalement ça. Le flux étant cher, c'est du trafic, hein, tout est cher. Faire de l'acquisition de trafic aujourd'hui, dans la mesure où il est concentré chez Google, Bien sûr qu'il chez est cher. Amazon, Et tu peux plus maîtriser le flux. finalement, les 15 millions de personnes que tu as réussi à atteindre en communauté en quittant Yves Rocher, 15 millions worldwide pour Insta, Ouais, Insta, enfin Meta globalement, YouTube Meta, également, ouais, tout voilà. à fait. Et un peu TikTok à l'époque déjà. C'est comment convertir finalement cette audience en achat, hein, c'est les driver. Live shopping ou pas live shopping, hein, d'une façon ou d'une autre. L'investissement qui a été fait là, il faut le transformer en achat derrière d'une manière ou d'une autre. Et puis après, tu as le fait qu'une plateforme comme TikTok Shop arrive en Europe et dans le reste du monde, te garantit de répondre au sujet de l'audience. L'audience est là. Tu vois, le sujet derrière, pour moi, il est la conversion. C'est comment tu es présent sur cette plateforme de manière efficace. Tu te poses plus le sujet de l'acquisition de trafic, en tout cas de manière aussi, et il faut quand même acheter du média sur TikTok. Tu te poses plus le sujet de l'acquisition de trafic et de l'audience pendant ton live que tu réalises sur ton site. Tu vas dans un univers où l'audience est là. L'audience est là et pour la toucher, tu n'as pas que ton flux à toi, tu vas pouvoir utiliser les créateurs. Mais bien sûr, bien sûr. Et ouais, mais ça, c'est vraiment fondamental et clé, parce que sans eux... Oui, tout à fait. Les créateurs sont au centre de cette plateforme et demain, probablement d'Amazon, on va y revenir après. Et on continue sur les Chinois. Et ce qu'on observe avec TikTok et TikTok Shop aujourd'hui en France, c'est que tu as ce que j'appelle des nano-influenceurs qui, aujourd'hui, sur TikTok Shop, vendent à fond la caisse du Temu. Bien sûr. Sur les produits Temu. Oui, mais t'as... Un tracteur chinois. Pas que les produits Temu. Moi, je le vois beaucoup, il n'y a pas que ça. Mais... moi, je regarde un cas, une marque de gummies au safran qui s'appelle Naali, qui était passée dans Qui veut être mon associé, là. Les mecs ont mis en place une machine de guerre sur TikTok. Hein. T'as des tonnes d'influenceurs. C'est un produit français, hein,
qui présente le produit en 30 secondes, 1 minute, avec un argumentaire pour vendre le produit, ça part comme des petits pains. Tu vois, les petites marques ont capacité, au travers des créateurs. Alors, l'autre force de ce modèle, et j'espère qu'il sera répliqué par d'autres plateformes demain, c'est que c'est un modèle qui est variabilisé. Tu vois, activer un live ou du vidéo shoppable, comme on les appelle, sur une plateforme comme TikTok, c'est le compte d'exploitation, c'est t'achètes tes produits, tu les revends avec une promo, et puis tu verses une com à TikTok, 5%, et tu verses une com entre 10 et 20% à un créateur, un affiliate, comme il appelle sur la plateforme. Globalement, tu as un coût de 30%. Bah oui, et c'est majoritairement variable. C'est aussi l'intérêt de ce type de modèle. Moi, si j'étais marque aujourd'hui, bah, c'est ce que je conseille, hein, mais j'irais très vite sur cette plateforme pour apprendre le social commerce à un coût acceptable et raisonnable. Et ces 5% dont je parle, la commission actuelle de TikTok, elle sera à 15% dans 3-5 ans, inévitablement. Ça fait partie du modèle. Donc, ça veut dire 15% pour TikTok, ça veut dire 20% pour le créateur. les créateurs. Donc, on est déjà à 35, peut-être 40%. Ouais, plus les frais marketing, c'est un moment ou un autre, les formats marketing. À 50%. Ouais, mais après, tu vois, faut mettre ça en regard à un e-commerce intégré au sein d'une marque. Hein. Ah non, mais là, bien sûr, mais est-ce que t'as pas de staff, t'as pas de tech. T'as pas de staff, t'as pas de tech, mais tu es dépendant de la plateforme. Ouais, bien sûr. La plateforme, comment elle peut survivre, quels sont les aléas politiques qui peuvent entrer en ligne de compte. On le voit aujourd'hui aux États-Unis, hein, Trump qui menace et qui repousse éternellement le truc, mais enfin qui menace quand même TikTok de fermer ou d'être acheté. La géopolitique entre en ligne de compte. Ces Chinois, on voit aujourd'hui en France sur des plateformes comme Chine, des lois qui sont votées pour lutter contre le dumping de l'ultra fast fashion. Donc, effectivement, dépendre d'une plateforme, c'est risqué. Oui, oui, bien sûr. Après, tu peux pas mettre 100% de ton e-commerce là, mais l'idée derrière, c'est OK, si c'est compliqué, tu vois, moi, je fais un postulat, mais qui n'engage que moi. Je pense qu'aujourd'hui, et le passage chez Maton, regardez le compte d'exploitation dans le détail, aujourd'hui, un acteur qui vendrait en e-commerce classique moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est difficilement tenable. Pour moi, la rentabilité doit être très faible. La capacité à générer suffisamment de cash pour aller se développer est encore plus faible. Donc, tout dépend de ce que tu vends, hein, les marges que tu as. Il y en a des produits qui ont plus ou moins de marge. Tu vois, encore une fois, la tech, la logistique, le staff, l'acquisition de trafic, tout ça, c'est du blé, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et tu peux te faire chanter par un petit coup d'épaule par Amazon. Tu sais, moi, je regardais chez Maton, on avait un produit phare qui était les poêles et les casseroles en inox de très bonne qualité à très bon prix. Dès qu'Amazon commençait sur une période de 15 jours à doper un peu, enfin acheter un tout petit peu plus cher et bider sur les CPC un tout petit peu plus élevés sur Google, leur business faisait ça, le mien tombait. Donc c'est hyper friable, c'est hyper friable. Et tu as à la fois des gens qui sont les plateformes médias et qui sont aussi les acheteurs. Amazon, c'est impressionnant quand même parce que c'est un des plus gros acheteurs médias dans le monde et c'est un média. La capacité à organiser le marché, finalement, elle est quand même super forte. Hein. Ils vendent des trucs et puis ils achètent le média pour générer sur leur propre plateforme un certain nombre de choses. C'est difficile de lutter contre ces gros players. Et puis quand tu es une boîte qui fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas petit, hein, en e-commerce, c'est quand même assez important. T'es pas non plus un gros player qui a une capacité à changer ton stack technique tous les 2-3 ans, parce que les choses évoluent, à onboarder du monde ou pas, à investir en médias dès que tu te fais un peu attaquer par un acteur ou par un autre. Toi, tes terrains de jeu, c'est le produit, quoi. C'est intéressant le cas d'Amazon, parce que le cas d'Amazon, il n'est pas identique dans tous les pays européens. Et en France, c'est là où il a la plus faible, entre guillemets, part de marché. Ouais, t'as raison. En Allemagne, c'est colossal. C'est plus de 50%, pareil au UK. Et je crois qu'en Italie, en Espagne, on ne doit pas être loin de ces chiffres-là. En France, de mémoire, c'est 35% de part de marché. Donc en ça, la France est un peu... Je pense que c'est plus. Hein. Ouais, bon, peut-être. À vérifier. Amazon, un jour, ça va être social, tu crois? Bah écoute, quand ils lancent un Creator Center, qui vont s'adresser à une population de créateurs pour produire des contenus et vendre directement sur la plateforme. Moi, ça le deviendra, pas de manière aussi forte, parce que tu as deux mouvements. Tu as la plateforme qui est sociale nativement,
et qui devient transactionnel. Et je crois plus à ce modèle. Puis tu as Amazon qui a un mastodonte, peu importe ce qu'ils font au final. Ils ont quand même un modèle gagnant, mais qui est transactionnel, froid, et qui essaye d'injecter de la discussion. Et tu vois la grosse difficulté qu'ils ont à le faire, hein. Et ils ont lancé une offre Amazon Live, donc ils vont aussi organiser des sessions de live shopping directement dans la plateforme. Donc ça va être des modèles gagnants. Et ce qu'on peut imaginer, si tu veux, comme structure du e-commerce progressivement, et tu as raison de souligner le poids d'Amazon dans certains pays en Europe. En Allemagne, typiquement, tu as déjà les 3/4 du e-commerce qui se fait sur des plateformes externes, majoritairement Amazon et Zalando. Mais tu as plus de 70% du e-commerce qui se fait là. C'est que le terrain de jeu des marques qui veulent acheter et vendre en direct, qui veulent vendre en direct. 33%. Ouais. C'était en 2023, pardon. Donc, je pense qu'on est à 35%. Ouais, J'ai vérifié en même temps que tu parlais. Mais moi, la structure du e-commerce sur le marché allemand, si on prend cet exemple, elle est déjà 3/4 de transactions réalisées sur les plateformes externes. Amazon, Zalando. Donc ça signifie qu'il y a 25% du marché pour les marques qui veulent uniquement vendre en direct. Et moi, j'ai été confronté dans les boîtes où je suis passé. Ah non, on n'ira jamais sur Amazon. Ouais, mais si Amazon et demain TikTok Shop représente 80% des transactions e-commerce dans un pays donné, se dire je ne vais pas à minima explorer ce modèle, essayer de trouver des leviers de croissance dans ce cadre-là, ça sous-tend que j'adresse 20% ou 25% du marché, en tout cas des habitudes de consommation d'un marché donné. Ouais, mais c'est là où Ça en réduit fait, les potentiels. ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire dans quelle mesure on va avoir comment dire, une déferlante asiatique dans les modes de consommation en Europe. Je crois pas. Non, moi non plus. On aura probablement une tendance autour du social commerce portée par TikTok Shop qui va arriver, en fait, qui est déjà là. Oui, qui est Mais déjà ça me là, fait qui sera un poser la succès. question sur les comportements d'achat et les différences de comportement d'achat Ouais, entre c'est important. générations. Parce que, on a à peu près le même âge, on consomme pas de la même façon que nos enfants, on en parlait avant on allume le Ouais, tout à fait. micro, qui ont une vingtaine d'années. Mhm. Les comportements d'achat sont très, très, très Ouais, bien différents. sûr. Ouais, mais exactement. Alors, ce qu'on observe en matière de comportement d'achat, c'est un poncif de dire aujourd'hui que les jeunes générations, Gen Z, Millennials, passent l'essentiel de leur temps sur les plateformes sociales. Dès lors que tu as dans la plateforme sociale la possibilité de découvrir et d'acheter, t'imagines que tu facilites le comportement d'achat de ces populations qui vont plus uniquement pour regarder des contenus. Elles y vont chercher de l'inspiration, elles vont chercher du conseil, elles y vont pour y recueillir l'adoubement de la communauté, dire ok, achète ça, c'est bien. Elles y vont à la rencontre aussi de créateurs qui ont testé les produits. C'est aussi une... Ouais, c'est la réassurance par rapport à ça Ah qui est ouais. fondamentale. Hein. Et on a un sujet de... Pour moi, on a même un sujet de défiance dans la relation entre la marque et le consommateur final. Le discours des marques est probablement de moins en moins entendable aujourd'hui. Donc, quand tu écoutes de moins en moins les marques, qu'est-ce qu'elles te disent, hein, des discours qui peuvent être perçus comme très formatés, ou pas nécessairement le reflet de la réalité, bah, tu auras tendance à aller discuter avec quelqu'un de ta génération, de ta communauté, un influenceur que tu suis. Et si en plus il a essayé le produit et le service, et c'est là que le live peut être un sujet très fort pour moi, s'il a essayé le produit et le service, il dit ok, j'ai essayé, j'ai goûté, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai mis, j'ai Mais qu'il lavé soit mes live ou vêtements, pas ça, live, en c'est fait. bien. La vidéo, qui soit live ou pas live. Oui, tout à Que fait. ce soit un créateur ou pas. Ouais, C'est quoi l'intérêt du live? C'est quoi par rapport à finalement un replay entre guillemets, c'est-à-dire le nano-influenceur qui va t'expliquer pourquoi le produit A fonctionne bien et puis il montre dans une vidéo comment il a utilisé son produit et à quel point il en est content. Le live est un event, hein. La vidéo, c'est un format publicitaire. Le live est un événement. Tu peux... Et puis après, derrière le Mais live... moi, très sincèrement, je le comprends pas. Mais c'est Oui, pas parce tout à que je le fait. Ah, comprends bien pas que j'ai sûr. raison. Hein. Bien sûr. Non. Mais derrière le live, il faut qu'on creuse un tout petit peu. Tu as plein de concepts, de contexte de live. Tu peux avoir un live qu'on qualifie traditionnellement de one-to-one, où tu as une vendeuse dans une boutique Gucci qui parle à un client en format vidéo, en direct, qui va lui montrer le produit sur un c'est mode du très personnage personnalisé. chanteur. Bien sûr, mais il est en live et t'achètes.
Ça, il y a Gucci le fait, hein, Oui, en oui, sortant de pays. t'as réservé ton créneau pour avoir Exactement. ton vendeur Ah, qui, pendant 30 minutes, va t'accompagner dans ta exactement. démarche d'achat. Premier format de live. Deuxième format de live, ton CRM. Et tu invites 1000 clients, et là, pour le coup, le faire sur ton site, c'est très approprié, ou un nombre limité de clients pour découvrir en avant-première une collection de vêtements, de bijoux ou autres. C'est Et la vente privée. voilà. Mais tu le fais en live. Aujourd'hui, les ventes privées, c'est du transactionnel e-commerce classique. Oui, mais Tu peux le faire en live t'imagines le discours d'accompagnement, de montrer un bijou, par exemple, ou de montrer bien sûr, c'est ce que fait démonstration. dans le monde physique des marques de luxe depuis longtemps. Dire entre 12 et 18 heures, tel jour, à tel endroit, uniquement sur invitation, vous avez le droit de venir acheter les paires de chaussures Louboutin. Ouais, mais elles le font sur un mode e-commerce, elles le font pas sur un mode événementiel, live shopping direct, quoi. Non, mais Et on dans va le dire, monde physique, ça existe. Là, oui, dans le monde physique, oui, tout à fait, tout à fait. c'était de ça Tout à dont je fait. parlais. Ouais, tout à fait. Là, tu parles, en fait, finalement, de la transposition de ça dans le Exactement. monde Et digital. ça, Ça, pour moi, c'est la deuxième formule de live ouais. shopping. Autre format de live shopping que j'ai vu en Thaïlande, dans les centres commerciaux. Mhm. On se pose toujours la question de la génération de trafic en point de vente. Je suis allé voir un centre commercial qui s'appelle Platinum à Bangkok, où tu as des vendeuses indépendantes qui viennent dans les boutiques, qui discutent avec le tenant, la responsable de la boutique, le propriétaire de la boutique. Souvent, c'est des vêtements, des sacs, peut-être un petit peu de bijoux, mais pas trop cher la plupart du temps, qui négocient, qui dit, OK, quel est le prix public? Moi, je l'achète en gros à tel prix, et qui organisent leur live directement dans le point de vente. On peut transposer ce type de modèle demain en disant, OK, on peut aussi, comme ça a été fait pendant le Covid, hein, organiser des sessions de live shopping directement dans les points de vente, avec l'essayage en direct dans le cadre d'un live et la vente directement dans le live. Comment ça marche opérationnellement? T'as une influenceuse qui se rend dans un centre commercial. Elle est suivie par X milliers de personnes en direct. Elle dit, tiens, je vois ce magasin, je rentre dedans. Voilà, je pense qu'elle aura discuté un petit peu en amont avec les responsables du magasin. Donc, elle a scénarisé le truc. Ouais, mais à peine. Je les ai vécus en direct, il n'y a pas beaucoup de scénarisation. C'est des vraies vendeuses. Comme elle arrive dans le magasin, elle dit, voilà, le sac, machin truc, regardez, il est canon, pourquoi je vous conseille de l'acheter? Ouais, exactement. Elles connaissent un peu la marque, probablement. Elles connaissent la marque. Bon, bref, elle fait la promo du sac en question. Je l'ai vu faire avec des sacs, je l'ai vu faire avec des robes. Et comment elle vend derrière? Parce qu'il y a la logistique, tout le système, comment ça marche, comment le magasin expédie, comment il sait à qui expédier. Les systèmes sont assez élaborés, hein, très souvent. Ouais, mais toi, j'aime bien que ce soit concret. Ouais, tout à fait. Très souvent, ce sont des vendeuses, alors je vais mettre entre guillemets, elles sont indépendantes, mais elles sont assez professionnelles et organisées. Le système de delivery, de fulfillment et autres en Asie du Sud-Est, par le coût de la main-d'œuvre et par un historique de capacité à gérer de la livraison très très rapidement, est très organisé. Moi, j'ai vu dans les centres commerciaux où elles organisent. À la fin de la session de live qui a duré 2 heures, elles ont vendu, 250 produits, j'ai vu avec des robes, 250 robes, elles sont déjà organisées avec des prestataires pour envoyer les produits, et quelquefois, c'est elles qui repartent aux Philippines. J'ai vu une jeune femme philippine qui faisait ça à Bangkok, qui récupère les produits, qui va aux Philippines et qui fait la livraison directement dans les Philippines dès le lendemain. Et ça va très vite. Ou alors, il y a les sociétés de livraison dans le même centre commercial, au niveau -1, il y avait pas mal de prestataires qui ensuite font les paquets et les envoient directement. Ça, c'est organisé sur les plateformes, ça. C'est organisé sur les plateformes. C'est ce qui représente le plus gros du live shopping en Asie? Non. Non, ce qui représente le plus gros du live shopping en Asie, ce sont des créateurs et des communautés assez importantes qui font des sessions de live pour le compte de marque, mais qui le font sur TikTok, Shopee et Lazada, et qui vont vendre, j'ai vu des lives avec une marque thaïlandaise d'articles de sport qui s'appelle Harry Gear, et qui vont vendre 2000 articles pour, 20-30 000 $ pendant une durée de 2 heures. C'est quoi l'intérêt à ce moment-là, de faire du live shopping? C'est de pouvoir vendre très vite sur une plateforme où tu as déjà une audience, et pour les marques, de générer un chiffre d'affaires colossal. Mais pourquoi moi, en live? Parce que là, on touche peut-être un sujet culturel. Tu vois, on touche peut-être un sujet culturel. La partie entertainment dans l'acte d'achat en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, on les embrasse. Enfin, les gens sont quand même assez joviaux. Elle est assez clé. D'ailleurs, on dit, quand on parle du live shopping, on dit, quand tu es sur une marketplace, c'est comme aller dans un centre commercial avec une intention d'achat, tu visites des boutiques et tu choisis.
quand tu fais du live shopping, tu es sur ton canapé devant ton écran de télé, tu regardes des shows et des spectacles, puis à un moment, il y a un truc qui t'interpelle, tu l'achètes parce que c'est facile. Donc, il y a une dimension entertainment qui est clé autour du live. Donc voilà, l'avenir du live, il doit être suffisamment chaud, il doit être suffisamment dans la proximité entre le consommateur et la créatrice ou le créateur. Et puis c'est cette dimension qui va rendre l'acte d'achat moins froid, un peu plus sympa, et puis qui va donner envie à probablement des jeunes générations, et pas que, d'aller vers le produit et vers la marque. Ouais, c'est là où moi je vois une grosse différence entre l'Asie et l'Europe, la France. Tu m'as absolument pas convaincu que le live shopping dans sa version complètement débridée asiatique va arriver en France. J'y crois pas 2 secondes parce qu'il y a trop de différences culturelles. En revanche, le live shopping dans le personal shopper, dans les ventes privées répliquées en live, ça je veux bien y croire. Parce que le modèle, il est quelque part un petit peu connu déjà en Europe. Il est compatible avec la culture, entre autres la culture des marques. En revanche, avoir une influenceuse qui débarque à Paris 2, Vélizy 2 et qui va embarquer une communauté, rentrer dans les magasins pour dire ça, j'y crois pas. Il y a rien qui est fait aujourd'hui pour que ça puisse fonctionner. Et le live shopping entertainment, comme tu dis, où finalement on va venir distraire une communauté et on va passer d'un show à un autre et puis acheter ou pas, ça c'est pas dans notre culture. Non. Écoute, franchement, moi je fais pas le même pari. Il y a l'arrivée de TikTok Shop est le catalyseur. J'y crois. TikTok Shop sur la partie live Mais est le catalyseur. C'est là où moi j'y crois. Dans tous les marchés, ils arrivent, c'est le catalyseur. Toute la jeune génération, elle fonctionne avec des modes asynchrones. Asynchrones. C'est-à-dire que les vocaux envoyés, les messages WhatsApp qui sont répondus 48 heures après, si on considère que le padré, on en a rien à faire. C'est une communication qui est asynchrone. Ils sont pas au téléphone en train de se parler en direct. C'est asynchrone. Ouais. Donc le live n'est pas asynchrone. Il est en temps réel. Et c'est pour ça que j'ai du mal à croire que le live va fonctionner de la même façon que qu'en Asie. En revanche, que tous les nano-influenceurs sur TikTok Shop fonctionnent, alors ça, j'ai même plus besoin d'y croire, je le constate que ça fonctionne, c'est déjà là. Et les chiffres de TikTok Shop aux États-Unis, ça fait quoi, un an et demi qui sont déployés là-bas, ils sont faramineux. Donc ça, c'est une réalité de cette facette du social commerce. Alors là, il n'y a même plus besoin d'y croire, les preuves nous sont apportées. En revanche, le live shopping dans sa version complètement débridée asiatique en Europe, moi, j'arrive pas à y croire. Écoute, moi, je prends le pari. Il faut inventer un live. Il faut inventer notre format de live à nous. Pas juste répliquer ce qui se passe en Asie, c'est aller comprendre. C'est le chemin que j'ai fait, essayer de comprendre les facteurs clés de succès, dire comment je peux répliquer en Europe et dans le reste du monde des sessions de live shopping. Il y a quelques acteurs en français qui essaient de faire bouger le marché. Ils sont petits pour le moment. Et puis, tu vois, il y a les gros retailers qui commencent à pas uniquement s'interroger, parce que les gens de Carrefour commencent à faire des lives. Les gens de Boulanger... Ils les font sur TikTok ? Non, pas pour le moment. C'est probablement le choix qui est peut-être pas le bon encore pour le moment. Mais TikTok est là depuis 2 mois, la partie shop. Donc, c'est encore tout récent. Et puis, 2 mois, mais t'as vu c'est fulgurant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Boulanger a déjà fait, je sais pas, plus de 200 lives de mémoire sur les années qui ont précédé, et ça commence à être de plus en plus efficace. Et puis après, c'est un art à la fois oratoire de la scénarisation qu'il faut arriver à maîtriser. C'est fait sur leur site ou sur propres écosystèmes. Decathlon a lancé son Decat Live pour montrer un certain nombre de produits. Donc je pense qu'il y aura. Et puis après, tu sais, discussion que j'avais d'agence récemment, ces sujets de social commerce et de live shopping en particulier, c'est une démarche un peu collective du marché. Soit dans 3 ans, on va expliquer que c'est la faute à Temu à Chine, pour lequel un certain nombre de plus uniquement retailers physiques, mais les retailers online commencent à mourir, et ce sera une manière d'expliquer les choses. Soit on se dit, OK, comment est-ce que nous, on invente nos propres formats, comment on va à la découverte de ces plateformes pour bien les maîtriser, et comment, dans un contexte, dans un pays où la marque est plus forte que dans cette partie du zone, cette partie du monde, l'Asie, qu'on vient d'évoquer maintenant, comment j'arrive à adapter ces approches à un marché, et la vraie et seule question pour moi, elle est là, elle est même pas, et tu verras, moi je en termes de comportement, on l'a dit, une nouvelle génération
surconsomment le média social achèteront dans ces univers-là et pas ailleurs. Je suis convaincu que le live, ce sera de plus en plus et de mieux en mieux scénarisé, prendre en considération les marques. Et puis, il faut il faut des drivers sur ces sujets-là. Il faut des drivers sur ces sujets-là. Moi, j'en suis un par la parole, par les prises de parole, par les gens que je conseille. Il faut qu'il y ait des marques. Je discutais avec l'ancienne patronne de Pinterest France il y a quelques années, Stéphanie aux États-Unis, qui m'expliquait que pendant la première année de présence de TikTok Shop, y compris sur la partie live, ça bougeait pas beaucoup parce que c'est des petits créateurs pour des petites marques. Et dès qu'il y a eu quelques marques un peu imposantes qui sont arrivées sur le marché, le truc a décalé. Donc on peut aussi se dire, ok, qui sont les marques les plus innovantes qui vont comprendre aujourd'hui l'intérêt de ces nouveaux modes de commercialisation, voire d'interaction avec leurs futurs clients de demain. Comment est-ce qu'elles vont exploiter, tester, apprendre. Puis tu vois, pour clôturer peut-être cette question-là, t'as probablement ça en tête, mais Zara est allé en Chine pendant 2 années pratiquer le live shopping et apprendre, comprendre, c'est dire ok, pourquoi ça marche. C'est un peu la question qu'on se pose maintenant et va ouvrir, si ce n'est déjà le cas, faudrait vérifier. Je crois que c'est à partir de soit entre mai et octobre, son offre de live. Ça s'appelait Zara Live. Alors leur choix, c'est plutôt de faire sur Zara. Et sur le site Zara, bon, les communautés sont peut-être un peu plus grandes, et puis d'adapter ce qu'elles ont vu. Donc elles ont vu des lives de 10 heures, plutôt faire des lives d'1 heure. Elles considèrent que le fait de vendre une collection en avant-première, en live à ta communauté de clients, ça va probablement très bien marcher, je suis convaincu. Puis elles vont déployer, parce que c'est Zara, probablement des moyens assez importants pour le faire. Et il est fort à parier, moi je pense que ça va être un good case, et puis que si elles le font à la fois sur leurs écosystèmes et qu'elles le font sur les plateformes externes, notamment TikTok Shop, ça peut être probablement la marque qui va être le catalyseur du marché. Donc après, aussi aux marques de voir, alors, on est dans un contexte de crise de demande, de crise économique, les marques prennent moins de risques et ça se comprend, ont moins testé les expérimentations et ça se comprend. Mais je pense que il y en a certaines qui ont capacité à mettre un peu le doigt dans l'engrenage pour apprendre très vite à un coût faible. Encore une fois, je rappelle que le niveau de commission sur cette plateforme, bon, j'ai beaucoup parlé, je suis pas uniquement pro TikTok Shop, mais pour moi c'est Donc tu veux dire, c'est un modèle qui me il est parle. encore temps de préempter un Bien espace sur il est temps de préempter, c'est le bon moment pour apprendre pas cher en fait. Et ça marche pas dans 2 ans, t'auras appris pour pas cher. Mais si ça marche très bien et que t'arrives quand la commission est à 15%, c'est plus le même combat. Le compte d'exploitation va être un petit peu différent. En Quider, tu sais que ça fait bientôt 1h10 qu'on discute. Ouais. Merci pour tout ce partage. Avant que je te demande comment te joindre, je voudrais remercier quand même notre ami en commun, Édouard Miolis, qui nous a mis en relation. Oui, c'est grâce à lui qu'on a pu enregistrer cet épisode. Donc, merci Édouard. Quider, comment on fait pour te contacter? LinkedIn principalement LinkedIn, où je suis assez actif sur à la fois la publication de contenu pour suivre l'actualité, puis pour entrer en relation. Autrement, j'ai un quider@knfcompany.com si vous voulez m'envoyer un mail en direct. Et sur LinkedIn, c'est parfait. En général, je suis assez réactif et je réponds. Donc, n'hésitez pas si vous voulez que je partage ce que j'ai passé. On n'en a pas beaucoup parlé, mais j'ai passé 2 semaines en Asie, au Vietnam, à Singapour, à Bangkok, rencontrer à la fois les gens de TikTok mais dans bien, ces pays. On n'en a pas parlé exactement, mais finalement, tout ce que tu nous as dit, c'était aussi issu de ça, toutes les convictions en tout cas, que tu nous as c'est une prise de conscience plus profonde du phénomène pour moi. Et puis là, l'étape, c'est comment transposer sans copier. Le sujet, il est là, en fait. Moi, le sujet, il n'est pas ça a marché ou pas. Je pense que c'est de localiser le truc. Ouais, c'est comment je localise de manière efficace dans un contexte qui est évidemment totalement différent, mais bon voilà, vous avez la façon la plus utile de joindre Quider. Et si jamais c'est difficile pour vous, je suis toujours là pour faire le messager auprès de Quider. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et les messages de soutien que vous me faites parvenir toutes les semaines. Je vous dis à très bientôt, Quider. Merci et à bientôt. Merci à toi, Cyril. À bientôt.